Lancement de la journée Solidarité UNESCO avec le Mali, la toute première réunion internationale d'experts pour la sauvegarde du patrimoine culturel malien s'est ouverte ce lundi à Paris et devra coordonner les efforts de la communauté internationale pour protéger notre héritage culturel. La sécurité se renforce davantage sur le fleuve Niger et à toutes les entrées de Gao après l'attaque du poste de sécurité de Bourem. Le trafic est pour le moment interdit sur le fleuve pour contrer les terroristes qui emprunteraient ce canal pour s'infiltrer dans la ville. Focus Santé fait un zoom ce soir sur le service chargé du traitement de la malnutrition de l'hôpital du Mali, une unité qui enregistre des résultats satisfaisants. Depuis septembre 2012, aucun décès lié à la malnutrition n'a été constaté. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une série d'audiences à la résidence du président de la République par intérim. Professeur Diankouna Traoré a successivement reçu ce matin le médecin colonel à la retraite Sidi Mohamed Sall et les membres de l'amicale des anciens de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM. L'AMSUNEM et son partenaire, le docteur Mohamed Lamar, s'engagent à prendre en charge les éventuels blessés de guerre qui nécessiterait des évacuations, notamment sur Tunis. Le médecin colonel Sall, de son côté, a annoncé la mise à disposition de l'armée d'équipements et matériels médicaux. Le compte-rendu des audiences avec Adama Djimdi. Le médecin colonel à la retraite Sidi Mohamed Sall, ancien directeur du service de santé des armées, est le premier à être reçu par le président de la République par intérim, le professeur Diankouna Traoré. M. Sall est venu annoncer une contribution d'une centaine de lits en soutien à nos forces armées et de sécurité. J'ai vu le président de la République par intérim était pour lui remettre du matériel médical au profit de nos blessés. J'ai reçu 90 lits des camarades français et je remets ces lits à Monsieur le Président pour son armée. La seconde audience a été réservée aux membres de l'amicale des anciens et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, AMSNEM, et leurs partenaires. Ces derniers sont porteurs d'une bonne nouvelle. La polyclinique multidisciplinaire de Heratma en Tunisie met une dizaine de lits d'hospitalisation à la disposition des blessés de guerre évacués sur l'extérieur. Nous sommes surtout venus le voir pour lui faire une offre de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM, une offre de 10 lits, de 10 places à 10 de nos militaires blessés sur le champ de l'honneur. Ces militaires blessés au front seront pris entièrement en charge durant tout le traitement. Si cela devrait prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça prendra le temps qu'il faudrait jusqu'à ce qu'ils recouvrent entièrement leur santé. Et en plus, nous avons remis une modique somme de 500 000 francs pour l'effort de guerre. Dans les deux cas, le président a tenu à les remercier et féliciter pour leurs gestes civiques et patriotiques. Et nous retournerons tout à l'heure chez le président de la République par intérim qui a reçu en début de soirée des représentants du Congrès américain. La délégation comprenant donc les républicains et des démocrates est à Bamako pour mieux appréhender la situation de crise afin d'aider l'administration Obama dans sa réponse aux aspects politiques, humanitaires et sécuritaires. Tout à l'heure, le reportage de Aoui Touré. En attendant, suite de la visite de travail du Premier ministre à Bruxelles, Django Sissoko a eu ce matin une séance de travail avec Kristalina Georgieva, la commissaire de l'Union européenne, chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises. But de la réunion, faire le point de la situation humanitaire au Mali. L'Union européenne s'engage davantage à soutenir notre pays à faire face à ce défi. Kristalina Georgieva est au micro de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré et Alou Touré. La priorité, c'est de veiller à ce que, bien sûr, au nord, les gens aient accès aux services sociaux, à l'eau, à l'électricité, à tout ce qu'il leur faut pour la vie, mais aussi d'aider en même temps les populations du sud du pays.
Nous avons parlé bien sûr de comment on peut aider les gens rapidement, comment on peut fournir ce qu'il leur faut dans la vie, mais aussi on a parlé de l'accès. Il faut donner accès à ceux qui travaillent dans l'aide humanitaire d'urgence, qu'ils aient accès à la population qui a besoin d'eux. Mais on a aussi parlé de la transition qui est tellement importante, transition entre l'aide d'urgence et l'aide au développement pour l'avenir. Dans le contexte justement de préserver la paix au Nord, nous avons parlé de la possibilité de moniteurs de l'Union européenne pour aider à ce processus de réduction des tensions que l'on voit dans le nord du pays. Et notez que le Premier ministre a eu également un déjeuner de travail avec certains parlementaires européens. À leur tête, Louis Michel. Django Sissoko s'est entretenu ensuite avec le commissaire de l'Union européenne chargé du développement. Le chef du gouvernement a enfin rencontré le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. Toutes ces rencontres ont essentiellement porté sur l'évolution de la situation au Mali. Le Premier ministre est attendu ce soir à Paris, en France, pour y rencontrer les autorités du pays. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. À Paris, justement, où la communauté internationale se mobilise pour le patrimoine du Mali, une journée internationale organisée sous l'égide de l'UNESCO s'est tenue ce matin au siège de l'institution. Des experts venus du monde entier réfléchissent aux mesures urgentes à envisager pour sauver le patrimoine du Mali. 3 discours ont marqué la cérémonie d'ouverture. Il s'agit des discours d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, d'Aurélie Filippetti du ministère de la Culture et de la Communication de France et la réponse de Bruno Maïga, ministre malien de la Culture. Makanfi Konaté nous fait le résumé de la cérémonie d'ouverture. Lorsqu'un site de patrimoine mondial est détruit, c'est toute l'humanité qu'on prive d'une partie d'elle-même. C'est en ces termes que la directrice générale de l'UNESCO a introduit la conférence de ce matin. Selon Irina Bokova, la réparation des sites du Mali dépasse les questions matérielles. Il s'agit surtout des valeurs, des identités, en somme, un facteur de cohésion sociale. C'est par le patrimoine que le peuple trouvera la confiance de reconstruire l'unité nationale et de regarder vers l'avenir. La renaissance du Mali passera par la culture. Et la route du dialogue interculturel passe aujourd'hui par le Mali. Les nouvelles formes de conflits détruisent au-delà des vies humaines l'identité, les sources du savoir. Devant ce péril, il faut agir, clame Madame Bokova. De l'action, c'est bien ce que fera la France, affirme Aurélie Filippetti. D'après la ministre de la Culture et de la Communication de la France, aucun principe ne justifie de priver de son histoire un peuple. Voilà pourquoi la France s'engage aux côtés du Mali pour la sauvegarde de son patrimoine. Il s'agira dans un premier temps d'un appui institutionnel à la mise en place d'une mission d'évaluation des destructions subies pendant 10 mois par le patrimoine du Nord Mali. Puis, dans un deuxième temps, la France participera à la conservation et à la valorisation du patrimoine de Tombouctou et de Gao. La France apportera également une assistance technique aux sites maliens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'homme riche n'est pas celui qui a de l'or plein les poches. Le véritable trésor, c'est de pouvoir compter sur les autres. Les djihadistes, en saccageant les mausolées de Tombouctou et de Gao, en brûlant les manuscrits ou en prohibant les pratiques culturelles traditionnelles dans les zones occupées, en interdisant d'écouter de la musique, en sémant la terreur, porte atteinte à ce qui fait vivre notre âme. La conférence a salué et félicité les bonnes volontés et les habitants des sites occupés qui ont fait preuve de courage pour sauver une grande partie des manuscrits de Tombouctou. Et nous restons à l'extérieur où se trouvait le ministre de l'Agriculture, Baba Berté. Il était à Rome où il a représenté le Mali aux travaux de la 36e session du Conseil des gouvernements du Fonds international de développement agricole FIDA. Le ministre Berté a mis à profit son séjour pour rencontrer les premiers responsables des organisations internationales basées à Rome. Le ministre de l'Agriculture a plaidé auprès de tous ses interlocuteurs un accompagnement fort de notre pays
pays qui entame une phase de reconstruction après la crise sécuritaire et sociopolitique qu'il a traversée. Le message de Baba Berté a partout reçu un écho favorable. La FAO, le FIDA et le PAM ont assuré le ministre de leur total engagement à soutenir notre pays dans ces nouveaux challenges. Retour à Bamako avec la fin ce matin des travaux de la 7e session du Conseil économique, social et culturel consacré à la relance de l'économie nationale. Les membres du Conseil ont approfondi les débats pour identifier de nouvelles énergies susceptibles de garantir une croissance forte. Reportage de Mamari Koné. Une trentaine de communications en 2 semaines en vue de faire des propositions concrètes pour la relance de l'économie nationale. Les travaux de cette 7e session du Conseil économique, social et culturel ont permis de faire un diagnostic sans complaisance de l'état dans lequel se trouve notre économie. L'exercice, selon les initiateurs, a répondu aux attentes. Ma première satisfaction tire son essence essentiellement du fait que tous les corps de métier, sans exclusif, sont venus devant le pupitre pour venir s'exprimer. Nous avons eu de très très bonnes communications et témoins de l'engouement que ce sujet a suscité au niveau de toutes les couches socio-professionnelles. Et la deuxième satisfaction que j'ai eue, c'est que nous avions été compris dans la démarche, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers, que ce soit au niveau des acteurs. Les travaux au sein des différentes commissions mises en place ont permis d'aboutir à des recommandations qui seront transmises aux autorités dans les jours à venir. La question clé qui demeure est bien comment sortir le Mali de la récession qui domine notre économie. Après avoir exploré les mécanismes de son fonctionnement et les facteurs de blocage qui plongent les indicateurs dans le rouge, nous comprenons mieux l'urgence nécessité de remettre le pays au travail. Le président du Conseil n'a pas manqué de renouveler ses remerciements au programme des Nations Unies pour le développement pour son soutien à l'organisation de cette session, une session qui a été mise à profit pour renouveler partiellement le bureau du Conseil. Si les 2 anciens secrétaires ont été reconduits, les 5 commissions de travail ont été dotées de nouveaux présidents. Le président et le vice-président n'ont pas été concernés par ce renouvellement. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le président de la République par intérim a reçu des représentants du Congrès américain. C'était en début de soirée. La délégation comprenant des républicains et des démocrates est à Bamako pour mieux appréhender la situation de crise afin d'aider l'administration Obama dans sa réponse aux aspects politiques, humanitaires et sécuritaires. Et la seule chose qui vaille pour eux, c'est l'organisation des élections. Le sénateur Christopher Coons, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Aoué Touré. We have had a full and interesting and valuable day of visiting Mali. Nous avons eu une journée très intéressante et valable pour le Mali, pour les discussions que nous avons au Mali. Nous avons eu un briefing très utile avec les forces de la MISMA et les forces françaises et les forces armées maliennes ici à Bamako. Nous avons rencontré d'autres ambassadeurs ici et naturellement nous avons travaillé avec notre ambassadeur des États-Unis ici à Bamako, l'ambassadeur Léonard. Et nous avons rencontré aussi le ministre de la Défense et enfin nous avons rencontré le président par intérim Traoré. Nous sommes engagés naturellement à aider le peuple malien, à aider le gouvernement malien, à travailler avec les autres alliés du Mali pour vaincre les terroristes qui sont au nord et nous sommes engagés auprès des forces maliennes et des forces étrangères pour faire en sorte que la démocratie revienne dans ce pays. Il faut que nous puissions donc combattre ce terrorisme-là pour ramener l'ordre normal au Mali. Et nous attendons avec impatience d'avoir des élections libres et démocratiques au Mali et donc nous allons travailler avec le Mali afin que la démocratie prévale dans le monde entier. En 5e région, l'aide au développement de la France reprendra très bientôt au Mali. C'est l'information donnée par le ministre français délégué chargé du développement en visite à l'hôpital de Mopti. Pascal Canfin était accompagné dans cette visite par le ministre de la Santé, celui en charge de l'action humanitaire et les représentants des ambassades de France et de Belgique au Mali. Reportage de Moustapha Doumbia.
C'est à 10h08 temps universel que l'avion transportant les ministres français délégués au développement et les ministres maliens de la santé et de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées a atterri à l'aéroport international Ambodejo de Sévaré. Dans la délégation, des représentants du ministère des Affaires étrangères de la France, de l'ambassade de France au Mali, de l'ambassade de Belgique et de l'agence française de développement. Aussitôt arrivés, direction l'hôpital Sominé Dolo de Mopti à Sévaré. Ici, c'est la visite des différents services, parmi lesquels les consultations externes, l'imagerie médicale, les laboratoires, les urgences et la chirurgie. Ce déplacement, il a pour objectif d'évaluer avec les autorités maliennes les besoins prioritaires pour la reprise de l'aide. Nous avons arrêté l'aide publique au développement pendant des mois, suite à ce qui s'est passé un coup d'État. Et maintenant, nous reprenons, et le bureau de l'Agence française de développement repart aujourd'hui même, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, et nous sommes en train d'évaluer à la fois ce que nous avons fait dans le passé. Cet hôpital est un symbole de ce que la France et la Belgique ont financé, mais il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Ce déplacement en région de Mopti, et particulièrement l'hôpital Sominé Dolo, est symbolique pour les autorités maliennes. Depuis plus d'un an, nous connaissons une crise très très grave que le Mali, le pays, n'a jamais connue, qui a mis par terre l'économie et toutes les ressources du pays. Donc cet apport de la France, de l'Union européenne et d'autres pays amis, cet apport permettra de faire redémarrer l'économie. Autre activité au programme de cette visite, c'est la rencontre avec les élus de la région sur la coopération entre le Mali et la France. Après l'attaque du poste de sécurité situé sur la route de Bourem, les mesures de sécurité ont été renforcées au niveau de toutes les portes d'entrée de la ville de Gao. Le trafic a été momentanément interdit sur le fleuve Niger, car, rappelez-vous, c'est par le fleuve que les terroristes s'étaient infiltrés la semaine dernière à Gao. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Domia. Rassurer les populations à tout prix. Après les infiltrations de quelques islamistes dans la ville de Gao la semaine dernière, les forces armées maliennes ont renforcé leurs dispositifs de sécurité. Ces terroristes ont fait incursion dans la ville par le fleuve. Autour de la cité des Askia, les effectifs ont été doublés dans les différents postes. Le commandant des forces maliennes s'est rendu dans le poste de sécurité de Wabaria en premier. Ici, le colonel-major Didier Dako a donné des instructions fermes visant à semer la confusion chez les djihadistes. Mais comment vous ne saurez le savoir? Stratégie militaire oblige. Des mesures conservatoires ont été prises pour diminuer le trafic sur le fleuve Niger en attendant de voir clair. Face à ces mesures, le maire de la commune rurale de Gounzouré a appelé les pêcheurs et les femmes de la rive droite à s'organiser. Cela afin de mieux assurer l'approvisionnement de la ville de Gao en légumes et en poissons. Pour éviter des infiltrations des djihadistes, il y aura un seul point de départ et un seul point d'arrivée pour les habitants de la rive droite du fleuve Niger. Le commandant du théâtre s'est également rendu sur la route de Bourem. Ce poste a été à 2 reprises la cible des kamikazes. Selon des sources concordantes, ces kamikazes ont été formés à Tabankor, village situé à 45 km d'Anefis. Là-bas, 12 terroristes devraient apprendre à manier la ceinture explosive. Mais comme les choses se sont précipitées à l'air de faveur, 5 d'entre eux ont pu être formés. Ces kamikazes seraient venus d'un pays voisin. 4 d'entre eux ont été tués par nos forces. La traque des islamistes continue dans un rayon de 100 km autour de Gao. Allons à Tombouctou, il ne reste que des ruines de certains bâtiments qui avaient servi de refuge aux terroristes. Ce bâtiment, par exemple, était le siège de la Légion de la gendarmerie de Tombouctou. Après le retrait des gendarmes, les terroristes l'avaient occupé pendant 9 mois. Ces derniers ont été repérés et ciblés par les frappes de l'armée française. Des salles et autres bureaux réduits en ruines. Les occupants terroristes et narcotrafiquants auraient été tous tués. Cet autre bâtiment effondré était la résidence de Kadhafi. Là également, les terroristes avaient élu domicile. Les avions de chasse ont littéralement pulvérisé l'ensemble du domaine. Les bombardements n'ont pas épargné les véhicules stationnés dans la cour qui ont été calcinés. Des images envoyées par nos envoyés spéciaux sur place. Ici, à Bamako, les membres de l'association des cadres déplacés du nord du Mali viennent d'initier une rencontre au carrefour
Carrefour des jeunes. C'était pour mieux informer et sensibiliser les jeunes sur la situation du pays et aussi les mettre au courant des différentes activités de l'association. Reportage de Adama Kodjo. L'association des cadres déplacés du nord du Mali, ASCADEP, ne veut pas rester en marge dans la recherche de solutions pour une paix durable dans le pays. Pour ce faire, le bureau de l'association s'est doté d'un plan d'action. Nous avons un plan d'action qui prend en compte tous les besoins de ces cadres, en passant par la formation des cadres sur le plan citoyen et en passant aussi par la sensibilisation de ces cadres-là dans leur site d'origine et puis en mettant en place un dispositif utile pour au moins sécuriser ces cadres-là une fois au retour dans leur région. Créée en janvier dernier, l'association compte déjà plus de 363 adhérents. Ses responsables ont fait le point sur leur entretien avec la primature. Les cadres ont des problèmes, ils vivent dans des conditions très précaires, des problèmes à l'indemnisation des cadres parce qu'ils ont tout perdu. À tous ces problèmes, vraiment, on a reçu des certitudes, vraiment une assurance de la part de la primature. L'ASCADEP se fixe pour mission l'union, la solidarité et l'entraide entre les membres de l'association. Préparatif des élections générales après les partis politiques, c'est au tour du Conseil national de la société civile et de certains réseaux intervenant dans le domaine des élections d'être édifiés sur la carte NINA, numéro d'identification nationale. Il s'agissait également de recenser les préoccupations de la société civile en vue d'améliorer le document. Fiabilité, distribution et coûts de confection et de distribution qui sont déjà estimés à 9,59 milliards de francs CFA. Ramata Konaté a suivi la rencontre. Voici son reportage. L'une des préoccupations majeures de la société civile et d'autres acteurs intervenant dans la sphère électorale, c'est le nombre d'électeurs. Sur les 13 688 292 Maliens qui disposent d'un numéro d'identification nationale, on dénombre 7 150 000 électeurs, un chiffre réparti entre les anciens électeurs et les nouveaux majeurs. Si la carte d'électeur n'est remise qu'aux titulaires, des soucis existent quant au sort des cartes non retirées. Le dialogue entre les Maliens s'impose à ce niveau. Le sort des cartes qui vont rester maintenant fera l'objet mais je ne peux rien dire pour le moment, il faudrait qu'on échange. Et si ça dépend de moi, on fera en sorte que le titulaire soit retrouvé et qu'il nous décharge. Pour la réussite des opérations de sécurisation et de distribution des cartes NINA, le ministre délégué chargé de la décentralisation compte sur la participation des uns et des autres. La remise des cartes, je crois que vous devez encore nous aider dans la réflexion pour que ça se fasse de façon très correcte. La deuxième chose, c'est de réfléchir sur les mécanismes de sécurisation de la carte. Je veux dire que la carte ne soit pas utilisée 2 fois ou une fois au cours de la même opération. En ce qui concerne le spécimen de la carte NINA qui a été présenté, la société civile propose qu'on mentionne sur le verso de la carte la ville et la commune du détenteur de la carte. Pour Orokiatou Fofana, par exemple, qui habite à Banangabougou, on pourra mentionner Bamako, commune 6, au lieu de Kai, Kenyeba. Le ministre des Mines était en visite dans la région de Kaï. Amadou Babassi est allé dans les mines de Yatela, Sadiola, Lulo, Gunkoto et Tabakoto. C'était pour voir les conditions de travail du personnel de ces mines dont les contributions à l'économie nationale sont très importantes. Mais voilà, le tronçon Kaï, Sadiola, Kenyeba reste l'une des principales préoccupations des populations des zones aurifères de la région de Kaï. Pourquoi? La réponse avec Siaka Konaté qui nous fait le compte rendu de la première étape de cette tournée, étape de Yatela et de Sadiola. Les mines de Yatela et de Sadiola exploitées par les compagnies Ashanti Gold et Ayam Gold ont été la première étape de cette visite du ministre des Mines dans la région de Kaï. Dr Amadou Babassi a été suffisamment informé sur les capacités de production des deux mines ainsi que leur contribution au développement communautaire et à l'économie nationale. De son inauguration en 1996 à nos jours, la CEMOS qui emploie plus de 3300 personnes, dont 52 expatriés, a apporté une contribution de 539 milliards de francs CFA à l'économie nationale. La contribution de Yatela qui a vu le jour en 2001 se chiffre à 198 milliards de francs
francs CFA pour ce qui est du développement communautaire, en plus de la réalisation de salles de classe, des CESCOM, des forages et des micro-barrages. Les deux sociétés ont mis en place le plan d'action de développement intégré PADI, dont l'objectif est d'assurer l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. Ces efforts ont été salués par le ministre des Mines qui donne toutefois la mention « peut mieux faire ». Je pense que sur le plan du développement local, il y a de gros efforts à faire, honnêtement. Je pense que le niveau de développement pour la commune de Sadiola doit se trouver à un niveau plus élevé que ce que nous avons vu. Les autorités communales et le chef de village de Sadiola ont présenté à leur hôte des doléances concernant principalement l'emploi des jeunes et le bitumage de la route Kaye-Sadiola-Kenyeba, une route en très mauvais état. La société doit faire des efforts, l'État lui-même doit faire des efforts, et les collectivités riveraines qui sont là. À noter que le plan de fermeture de la mine de Yatila est en cours d'élaboration. Il sera présenté le mois prochain. Selon les documents, la fin des excavations est prévue pour 2014, celle de la production en 2019, la démolition de l'usine devant intervenir en 2022. D'ici là, la recherche de nouveaux gisements se poursuit. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales était, lui, en 3e région. Sur place, Bokar Moussa Diarra s'est dit satisfait de constater que les autorités scolaires et les partenaires s'engagent à accompagner les efforts du gouvernement de transition. C'est ce dont nous informe Seko Konati. Les cercles de Kadiolo et de Koutiala ont constitué la dernière étape de la visite de terrain du ministre Bokar Moussa Diarra en 3e région. Dans le Folona, comme dans la capitale de l'Or-Blanc, la délégation ministérielle a pu constater la vitalité des écoles, la disponibilité du personnel et l'engagement des partenaires en ces moments difficiles pour notre pays. Du lycée public de Kadiolo au lycée d'Anziekone de Koutiala, en passant par les centres d'alphabétisation de Lofigué, les instituts et écoles de formation ou encore le fondamental, le premier responsable de l'éducation s'est dit tout simplement satisfait. Je dois me féliciter de la qualité de la collaboration entre les collectivités et les autorités scolaires. C'est un cas que les autres régions doivent venir certainement visiter, parce que je crois qu'il y a de bonnes choses à retenir dans les pratiques des relations entre les élus et les responsables scolaires, ce qui se fait à Sikasso. Face aux partenaires à Sikasso comme à Koutiala, où les échanges ont porté sur les plans d'action d'urgence du département en vue d'une reprise des activités éducatives dans les régions affectées par la crise et les prochaines élections, le message du ministre est clair. Il sera du devoir des enseignants de pouvoir travailler pour rappeler à tous que malgré la situation et malgré les problèmes vécus, notre peuple est un et que nous devrons le conforter. Le deuxième objectif du gouvernement, c'est les élections. Tout le monde sait que dans le plus petit village du Mali, il y a un enseignant. Et la qualité des élections, pour qu'elles soient propres, pour qu'il n'y ait pas de contestation, nous avons demandé aux enseignants de s'impliquer. Une visite de terrain qui jette ainsi les bases d'un véritable changement. Ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers a porté à votre attention sur la base des prix fournisseurs du mois de février 2013. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du lundi 18 février 2013 à partir de minuit, c'est-à-dire mardi 19 février 2013 à partir de 0 heure. Supercarburant sans plomb 750 francs CFA le litre, pétrole lampant 565 francs CFA, gasoil 665 francs CFA, distillat diesel oil DDO 665 francs CFA le litre, fuel oil 180, 475 francs CFA, le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme du gaz butane, il est de 1033 francs CFA.
Hors de nos frontières, au Cameroun, pratiquement toutes les villes sont littéralement envahies par des bouteilles plastiques dont les gens se débarrassent négligemment. À Douala, par exemple, les amoncellements de bouteilles vides et autres sachets plastiques dans certains coins de la ville sont devenus monnaie courante, rendant la vie des populations difficile. Fort heureusement, le gouvernement a trouvé une stratégie pour y remédier, le recyclage. Un râteau pour seule arme, les voilà prêts à s'attaquer à un fléau qui touche toutes les villes du Cameroun. Le plastique, des montagnes de plastique. Pas toujours facile à déblayer. On a des cours d'eau qui ne sont pas faciles d'accès et nous rencontrons des déchets qui ne sont pas vraiment agréables pour l'homme, tels que les excréments, il faut faire avec des cadavres de souris, de chiens et tout ça. Les riverains assistent à l'opération, soulagés d'être enfin débarrassés de ces milliers de bouteilles qui leur gâchent la vie. Cette eau-là était vraiment presque bouchée par ce plastique-là. La hauteur d'eau monte. Quand l'eau passe là, ça fait que ça monte et puis ça envahit aussi les maisons. Ça va diminuer les moustiques. Et vous savez que les moustiques, apportent le palais. Le plastique collecté, direction une décharge de Douala. Là, les bouteilles sont triées, lavées, puis conditionnées pour être compressées. On est encore en train d'étudier les possibilités en termes de recyclage. Mais ce qui va être fait, c'est qu'elles vont déjà au moins être pressées. On va regarder toutes les filières qu'on peut avoir pour qu'elles puissent être recyclées. L'opération, baptisée Plastique Récup, est financée par les brasseries du Cameroun. Et pour cause, des bouteilles en plastique, l'entreprise en utilise plusieurs millions par an pour ses boissons. Avec le développement de l'activité, et notamment par la vente de produits en plastique de plus en plus importante, en tant que leader sur le marché des boissons, il nous a semblé vraiment indispensable de s'investir. Pour compléter le dispositif, de drôles de containers ont fait leur apparition sur les artères de Douala, prêts à accueillir n'importe quelle bouteille vide. À présent, place à l'actualité sur le continent en bref et en images. Lourde condamnation des 24 Sahraouis inculpés du meurtre de membres des forces de l'ordre au Maroc. En Égypte, la ville de Port Saïd a été de nouveau paralysée par des grèves. Au Nigeria, 7 étrangers ont été enlevés dans le nord du pays. Et tout de suite, première étape, la Libye. À l'occasion du 2e anniversaire de la révolution libyenne, les autorités ont promis dimanche d'accélérer les réformes et d'améliorer la sécurité. Le président de l'Assemblée nationale a souligné la détermination de lutter contre le terrorisme. Nous assurons nos partenaires que nous ne ferons pas de la Libye un incubateur de terrorisme. Le pays est pourtant toujours en proie à un chaos sécuritaire et sert de base à de nombreux groupes et chefs islamistes qui mènent des attaques vers les pays voisins. La télévision nigériane a annoncé hier l'enlèvement de 7 travailleurs étrangers employés d'une société libanaise de construction à Djamare, dans le nord du pays. Selon la police, il s'agirait de 4 Libanais, d'un Britannique, d'un Grec et d'un Italien. L'attaque a été revendiquée par un groupe islamiste Ansarou, une faction dissidente de la secte Boko Haram. Port Saïd est ce lundi une nouvelle fois paralysé par des grèves et des manifestations. Dès dimanche, environ 3000 personnes ont bloqué le port et obligé commerces et écoles à fermer. Elles réclament justice pour la mort de 50 personnes tuées fin janvier dans des affrontements avec la police à l'issue du procès qui avait condamné 21 personnes à la peine capitale pour leur participation aux émeutes de février 2012. Le tribunal militaire de Rabat a rendu son jugement dans la nuit de samedi à dimanche à l'encontre de 24 militants sahraouis. Les peines infligées vont de 2 ans à la perpétuité pour 8 d'entre eux. De lourdes sentences accueillies avec soulagement par les familles des victimes. Ils étaient accusés du meurtre de 11 membres des forces de l'ordre marocaines lors de l'évacuation du camp de réfugiés de Gdim Izik et des émeutes qui ont embrasé l'Ayoun.
Retour à l'actualité nationale. Les membres du comité national de pilotage du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique sont en conclave depuis ce matin. La 5e session du comité s'est focalisée sur le redémarrage des activités de la structure. Reportage de Nando Dambeli. Cette session se tient dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et institutionnelle que vit notre pays depuis près d'un an. Malgré tout, le projet a mis en œuvre des initiatives pour diligenter la réalisation de ses principales composantes. La 5e session se tient dans un contexte de redémarrage du projet après une année de suspension, compte tenu de la crise qui a secoué notre pays. Et dans ce cadre-là, le projet vise à un achèvement de toutes les activités majeures du projet au cours de cette année 2013. Les résultats obtenus au cours de l'année 2012 concernent l'amélioration des systèmes de production du bétail ruminant endémique, la conservation de l'habitat naturel du bétail ruminant endémique. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il convient de noter que certaines difficultés ont été enregistrées. Elles proviennent de la non-réalisation des clauses contractuelles des protocoles de collaboration avec le centre de formation pratique en élevage pour la formation des agro-éleveurs, avec la Direction nationale des eaux et forêts, DNF, la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances, DNACPN, l'Institut d'économie rurale, IR, l'opération Ndama Yanfoula Ondi, et avec le laboratoire central vétérinaire LCV, faute de financement. Ainsi, le programme de travail 2013 prend en compte l'achèvement des travaux de construction et d'équipement des infrastructures, la réalisation des points d'eau pastoraux, l'aménagement des forêts communautaires, l'amélioration des parcours et la mise en œuvre des plans d'occupation et l'affectation des sols, ce qui nécessite un budget prévisionnel de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Et puis, cette nouvelle émouvante, à Ségou, l'hôpital régional a enregistré la naissance d'un quadruplé. Les 4 bébés et leur maman se portent bien. Le gouverneur de la région a rendu une visite de soutien aux nouveau-nés et à leurs parents, avec Ondesila allant à la découverte de la famille. Bekay Kamara, originaire de Sibila, cultivateur en Bewani, et Sitan Sidibé, ménageur, sont les heureux parents d'un quadruplé. Toutes des filles. En rendant visite à ces 4 bébés et leurs parents, les autorités régionales voulaient leur témoigner leur soutien. C'était question pour nous de venir voir l'état des enfants surtout et l'état des mamans pour leur témoigner encore une fois de plus toute la solidarité des autorités régionales. Et lancer en même temps un appel à tous les donateurs, tous les partenaires, pour qu'ils puissent venir, disons, en appui, non seulement à la famille, mais surtout aux enfants et aux mamans. Le gouverneur a remis aux autorités sanitaires un carton de lait et une enveloppe symbolique. Voilà, longue vie aux bébés et à leurs parents. Et toujours en rapport avec les tout petits, Focus Santé du jour parle de la malnutrition et de sa prise en charge à l'hôpital du Mali. Structure de 3e référence nouvellement créée, l'hôpital du Mali reçoit dans son unité de récupération nutritionnelle intensive des enfants malnutris. D'autres structures sanitaires de la commune 6. Les résultats enregistrés grâce aux différents partenaires sont encourageants. 0 décès d'enfants liés à la malnutrition depuis septembre dernier. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambeli. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, la vigilance s'est accrue autour des enfants souffrant de malnutrition. La convergence des partenaires comme l'UNICEF, le PAM et Action contre la faim renforce les efforts du ministère de la Santé. Pendant les 5 derniers mois, 89 admissions d'enfants souffrant de malnutrition dans l'unité de récupération nutritionnelle intensive. Ici, on est conscient que la malnutrition est un problème sérieux aux diverses causes. Les causes de cette malnutrition chez les enfants, elles sont d'ordre multiple. Il y a les enfants de sous-poids de naissance et il y a des bébés qui ont la lactation faible ou inexistante même.
et puis les restrictions alimentaires, et puis les manques de vitamine A ou de zinc. La pauvreté aussi joue beaucoup, surtout dans le contexte malien et en général dans les pays en voie de développement. C'est la pauvreté qui est la principale cause même. Et la méconnaissance de ce qu'un enfant doit prendre comme aliment et à quel âge. La malnutrition désigne un état pathologique causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou de plusieurs nutriments. Insuffisance ou excès de nutriments, mais ce qui préoccupe le plus, c'est la sous-alimentation chez les enfants, puisque quand ceux-ci sont malnutris, ils sont exposés à plus de problèmes de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition intervient dans plus de la moitié des décès d'enfants, bien qu'elle soit rarement citée comme une cause directe. Selon une enquête de juillet 2012, la malnutrition est bel et bien présente à Bamako, donc en commune 6. On a fait une enquête sur la SMART pour évaluer le taux, la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6. Et en juillet, cette enquête a été faite et l'enquête avait révélé que la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6 est de l'ordre de 10,3%, qui dépasse un peu largement le seuil d'alerte que l'OMS recommande qui est à 10. Donc c'est pour vous dire qu'en milieu urbain, à Bamako, la malnutrition c'est une réalité, ça existe. Et que nous sensibilisons la population. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, les enfants sont systématiquement dépistés selon le protocole national. La malnutrition en tant que telle n'est pas cause de consultation. Aucune maman ne nous vient en consultation uniquement ayant déjà l'idée que mon enfant est malnutri. Non, ils viennent pour autre pathologie. Et nous, en consultation externe, systématiquement, nous dépistons tous les enfants qui nous viennent. Donc, c'est de là qu'on a des enfants malnutris. Et on les hospitalise, par exemple, quand il y a la malnutrition aiguë sévère, et ils sont hospitalisés en urénie. Et la prise en charge, elle est là parce que ils ont besoin des intrants qui ne sont disponibles qu'à l'hôpital, qui ne sortent pas de l'hôpital. Bon, les malnutris modérés, on leur donne aussi leur intrant, par exemple le plompinote, et on peut faire leur suivi à domicile. Mais l'arbre ne devrait pas cacher la forêt. Les ressources humaines sont disponibles, les intrants aussi pour la prise en charge, mais les pédiatres aimeraient bien ne pas hospitaliser les malnutris avec complications avec les autres enfants, une séparation qui reste une grande aspiration chez les chargés de lutte contre la malnutrition dans la plupart des urénies du Mali. Voilà, ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur l'ERTM avec tout à l'heure votre émission La Ligne de Front présentée ce soir par Abbas Fambogouri Traoré. Bonne soirée sur l'ERTM. L'information continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. Demain, 10h-13h, Sira Bakili. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les éditions du soir. Merci et bonsoir. Thank you.